Was there a problem? No problem. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Director's Cut. Salut. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Morgane. Salut Morgane. C'est encore moi. Je commence à en avoir ras-le-bol de ce gamin. Les gens ils vont finir par croire que c'est ma chaîne en fait. Ouais, tu as payé le loyer à un moment. Tu t'es présenté sur la vidéo d'avant sur la fin alternative de Terminator 2, donc j'invite tout le monde à voir cette vidéo rien que pour savoir ce que tu fais sur ta chaîne. Et puis aussi, si vous ne l'avez pas vu, pour voir à quoi ressemble la fin alternative de Terminator 2, car cette fin existe. Et aujourd'hui, on va rester sur ce film, mais on va parler d'un autre sujet qui est la version longue de Terminator 2. Terminator 2, Judgment Day. This time he's back. For good. Trust me. Moi je suis chaud. Je l'ai découvert grâce à toi. Ouais. Parce que je l'avais jamais vu. J'ai racheté exprès le Blu-ray. Ah. Pour vous dire, au moment où on enregistre la vidéo, je l'ai reçu il y a 3 jours. Donc il est tout frais là, il est tout beau. Ah, c'est donc beau. dessus vous avez la version cinéma et la version Ouais. Director's Cut. Et pareil, c'était l'occasion pour moi de le découvrir en 1080p. Ouais. Et oh, Ah, j'ai redécouvert le film. Je suis putain. Alors, ouais. du coup, c'est vrai que la scène où John se fait poursuivre en C'est ce que moto j'allais avec le dire. camion, du coup en 1080p, on voit le cascadeur quand même. Alors d'ailleurs, maintenant, il y a une version 4K aussi qui est sortie. C'était juste pour vous dire que sur la version 4K de Terminator 2, les visages des cascadeurs ont été effacés numériquement. C'était vraiment très intéressant. 4K qui fait légèrement polémique. Pourquoi ? Parce que donc c'est James Cameron qui a supervisé l'édition 4K et qui l'a réétalonné pour avoir vraiment des couleurs fidèles à sa vision d'origine. Ce qui est plutôt cool, hein. Il y a pas mal de films en 4K comme ça, on a des versions qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait au cinéma à l'époque. Je vous recommande notamment l'édition 4K de Matrix qui est incroyable, où ils ont rescanné les pellicules d'époque. Et, ils ont fait pareil, je crois, pour Terminator 2. Le seul souci, c'est que James Cameron est quelqu'un d'assez perfectionniste, on va dire, et qu'il s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir une image encore plus nette qu'au cinéma, et du coup, il a fait effacer numériquement le grain de la pellicule. Oh non. Donc, tu as l'impression que c'est un film tourné avec une caméra numérique, alors que moi, personnellement, sur les films en 4K, j'adore voir ce grain. Tu as vraiment l'impression de retourner au cinéma dans les années 90 et voir ces films en pellicule avec les petits points comme ça. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Mais ils le l'écran. font souvent ça, mais je sais par exemple que j'ai pas encore vu la version 4K des Goonies, mais j'ai eu des retours. Ils ont enlevé un peu le grain à certains endroits, mais ils l'ont gardé à d'autres. D'accord. Et c'est vrai que moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, un gamin qui va découvrir un film en 4K qu'il avait jamais vu avant, qui date des années 80-90, va se dire « Ah ouais, déjà à l'époque, l'image a été comme ça. » Bah non. Non, pas possible. Ça va pas. Moi, j'ai cette édition-là, qui, en plus, alors, je sais pas si vous le Ah, voyez, elle est jolie quand même. Ah, effets spéciaux. Et l'autre côté, tac. Waouh. C'est de toute beauté. Dedans, vous avez le coffret, hop, avec les DVD, hop. Alors, l'autre est dans mon lecteur, hein, vu que... Hop. Et derrière, vous avez un documentaire sur James Cameron et le DVD des bonus. C'est grâce à ce DVD bonus, à l'époque, que j'ai découvert qu'il y avait une autre fin qui avait été tournée. C'est grâce à cette version-là. Toi, t'as des bonus. Moi, j'ai rien du tout. À une époque, le Blu-ray, on te mettait, c'était l'argument de vente, c'était il y a plein de bonus. Ouais. Et maintenant, t'achètes des trucs parfois, il y avait juste le film. Ce qui était pareil avec le DVD d'ailleurs, hein, au début. Ouais. Et en plus, il y a ce bouquin dans. Ah. Et c'est vraiment, t'as toutes les infos du making of. En fait, hop, tac, il est illustré, il est super joli, et t'as toutes les informations sur toute la production du film. On va donner notre avis sur le film de base déjà. Je pense que les gens ont compris qu'on apprécie plutôt le film. Ah oui. Terminator 2, c'est
la grande claque, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert assez rapidement, hein, je devais avoir 10-11 ans. Ouais. Et c'était qualité DivX. Beaucoup de DivX à l'époque. À chaque fois que je te parle de mon enfance, je te dis DivX. C'est fou, hein, quand Ce même. mec était un pirate. Juste une aparté, le DivX, moi je suis un petit peu plus vieux que toi. J'ai connu les vidéoclubs. Moi, à mon époque, justement, quand j'étais ado, on allait dans les vidéoclubs Ouais, moi, c'était la pour fin. louer. No. L'arrivée du DivX, il y a ce côté, c'est pas bien, le piratage, etc. Alors, je ne vais pas faire le moralisateur, mais personnellement, je travaille dans le cinéma. Donc oui, quand les gens vont pas au cinéma, ça m'arrange pas personnellement. Le DivX a quand même permis à toute une génération d'aimer le cinéma. Voilà, C'est et clair. découvrir, parce que, bah oui, quand t'es ado, tu peux pas aller voir 50 000 films non plus. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, les gamins, ils font pareil, mais avec des sites de streaming, quoi, tu vois. Mais donc, du coup, ouais, ils sont encore en train de chercher du streaming. C'est pas pour rien que mes vidéos qui font le plus de vues, c'est comment voir des films gratuitement et légalement, tu vois. Donc, Et légalement. ouais, légalement. Tu dis, on a l'impression illégalement. Ouais, non, ouais, Non. légalement. Donc, ouais, D'accord. ouais, le DivX m'a permis de découvrir des films comme Alien, Terminator. Ouais. Et du coup, ouais, Terminator 2, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Encore aujourd'hui, tu sais, enfin, Ouais. ce qu'a fait ILM sur le T1000, Fou. Hein. ça ne vieillit pas. Il y a 2-3 trucs qui vieillissent, c'est quand on voit le morphing et qu'il est en train de marcher parce que les pas sont très mécaniques, alors qu'ils devraient être un peu plus fluides. Mais au-delà de ça, putain, quand il passe les barreaux, Ouais. mais j'hallucine toujours autant. Je me dis, c'est incroyable que le film date de 91 et que ça fasse 1000 fois mieux que ce qu'on produit aujourd'hui en termes Ouais. d'FX, quoi. C'est la première utilisation aussi, je crois, de Photoshop dans le film, qui était utilisé pour plusieurs, notamment des plans de l'explosion nucléaire. Pareil, l'explosion nucléaire. Trouve-moi une meilleure explosion nucléaire que Terminator 2 dans un film. Elle est D'ailleurs, folle. il faudra qu'on en parle, mais est-ce qu'elle est pas un peu plus longue dans la version longue, justement? Il me semble pas. Non, il Ah, me semble ok. pas. C'est une impression Mais que j'ai eue. Je me suis dit, je me ouais. rappelais plus qu'elle durait aussi longtemps avec tous les bâtiments. Ah ouais, il y a plusieurs plans, ouais, avec le bus. Je me rappelle toujours de ce Ah bus. ouais, bah moi, tu vois, ça m'avait pas marqué. Le truc qui m'avait plus marqué, c'était Sarah sur le grillage, quoi. Et du coup, tu l'as découvert, ouais, 10, 11 ans. Mais personnellement, alors, moi, je l'ai découvert assez tard. J'avais 13 ans. Et pourquoi je dis assez tard? Parce qu'il est sorti au cinéma, j'étais né, moi, mais j'étais très jeune. Il est sorti, j'avais 6 ans. Mhm. Du coup, alors je me suis fait spoiler le film à l'époque parce que 6 ans, t'es un peu petit quand même pour que tes parents t'emmènent voir Terminator 2. Surtout qu'en général, t'as pas vu Terminator 1 avant. Mais en fait, c'est tous ceux qui avaient des grands frères qui nous racontaient l'histoire. Alors, Ouais. bizarrement, pas en 91, mais l'année d'après, quand t'as la cassette qui est sortie. Souvent comme C'est ça, hein. à la sortie cassette, du coup, c'est le petit frère qui, du coup, pique la cassette du grand frère, qui avait déjà vu, lui, le film au ciné et qui avait adoré. Et du coup, je savais, du coup, qu'il y avait le Switch et que le Terminator était gentil. On m'avait décrit plein de scènes. Mais après, heureusement, je l'ai vu à 13 ans, alors que c'est en CE1 où on m'a décrit les scènes. Donc, je ne me rappelais pas de tout exactement, mais ça a été quand même une claque incroyable pour moi. Et d'ailleurs, ça, c'est malin au début, hein. Ouais. De tout articuler à peu près de la même manière que le premier pour te laisser penser Ouais. que le Terminator, c'est lui le méchant. Au début, on se dit c'est le T-1000 qui vient sauver John. Tu Ah vois. oui, le film est monté comme ça. D'ailleurs, les meurtres du T-1000 au début, on ne les voit pas. Ils sont hors champ. Ouais, Du coup, totalement. on ne sait pas qui sont morts, les gens qui l'attaquent. Et alors, par contre, il y avait une des bandes annonces qui le spoilait à l'époque. Now his mission Get down. is to protect it. Ah merde, Ça, c'est ça très c'est dommage, con. Mais après, les bandes annonces, voilà, tu les voyais pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Du coup, Oui, c'est vrai, c'est on vrai. pouvait passer à côté. Et c'est vrai que putain, voir l'expérience sans le savoir, ça devait être fou. Un de nos films préférés, film qui lance le tournant, qui arrive vraiment avec Jurassic Park dans le cinéma, avec les effets spéciaux. Film le plus cher, donc on en avait parlé de l'histoire à l'époque. 100 millions, le premier film a dépassé les 100 millions de dollars.
n'importe quoi. Enfin, oui, au niveau du fric, c'était n'importe quoi. Schwarzenegger qui était payé avec un jet privé. Ils lui ont payé un jet Ouais, privé. il a eu un chèque, il a eu un jet privé en fait. C'est 14 millions de d'accord. Il a dollars. dit c'est le non, prix je veux du pas jet. d'argent, je veux un jet. Voilà, 14 millions de dollars, bah, c'est le prix du jet. Allez, tu repars directement avec le jet. D'accord, ok. Tranquille. Donc voilà, film incroyable. Si vous l'avez pas vu, bah, il faut le voir. Ce film est génial. Il est, au niveau de l'action, il est fou en étant ultra intelligent et en jouant avec le premier. C'est la suite parfaite pour moi. C'est la Et suite en parfaite. jouant avec le premier, tout en pouvant être indépendant du premier, Oui. parce que finalement, Sarah t'explique un petit peu ce qui s'est passé dans le premier. Et c'est vrai que si tu ne sais pas que Terminator 1 existe, Oh, c'est expliqué. Hein. bah, c'est comme Star Wars quand t'as le tout premier Star Wars avec le texte défilant. Tu débarques dans une histoire, on t'explique voilà la situation et on te laisse Ouais, dans il la y nature. a aucun souci. Mais en même temps, vu que le premier Terminator se passe alors que l'histoire a déjà commencé, puisque la guerre contre les machines a déjà commencé, dans, on va dire, la structure des films de base, elle est faite pour t'expliquer l'histoire sans que tu aies vu ce qui se passe avant. Du coup, on va pouvoir passer à la version longue. Donc la version longue, elle est sortie quand? Elle est sortie en 1993, donc 2 ans après la version cinéma, lors de la sortie Laserdisc. Elle fait 14 minutes de plus et consiste principalement à des scènes rajoutées qui en fait tout simplement avaient été coupées pour que le film ne soit pas trop long au cinéma. On va aller directement aux scènes. La première scène qui a été rajoutée, c'est une scène qui se passe à l'hôpital psychiatrique. Time to take your meds, Connor. Sarah refuse de prendre ses médicaments et en fait elle se fait tabasser. Et on voit que les gardiens l'obligent à prendre ses médicaments. Je sais pas ce que tu as pensé de cette scène. J'ai beau avoir découvert la version longue il y a quelques jours, j'ai l'impression que ce truc existait déjà. Tu sais, le fait qu'elle se prenne un coup de matraque. Mais je pense que tu vois, c'est parce qu'à un moment, elle se fait aussi mobiliser. Oui, et elle donc, se- du coup, il y a tout qui se mélange parce que dans Ouais. l'hôpital, c'est tellement fou. Mais en fait, j'ai cru que c'était des plans rajoutés dans la scène. Tu vois, pour moi, elle existait déjà. Parce qu'en fait, il y avait des plans où j'ai dit, oh la vache, ça c'est violent. Genre vraiment, bah, le premier coup de matraque, pour moi, il existait. Mais après, quand il lui en rajoute une couche en lui Ouais, mettant un coup de latte dans le dans les ventre côtes. et qu'elle atterrit Ouais. sur le mur, la violence du machin. Ouais. Yeah, Zapper. C'est assez fidèle à l'esprit qu'on peut se faire de Sarah Connor, c'est-à-dire que bah, depuis le premier, les hommes ont toujours été un frein à sa vie, quoi. C'est toujours eux qui sont venus foutre la merde dans sa vie. Et même là, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas, tu sais, genre une femme pour contrebalancer à l'hôpital psychiatrique pour montrer que c'est peut-être un problème d'homme, tu vois. Parce que on le voit qu'en plus ils sont détraqués, le gars qui va la lécher. Elle est affreuse cette scène. Ça c'est dégueulasse. Putain. Je trouve vraiment que c'est intéressant d'avoir rajouté cette scène parce que tu te dis que le problème il vient pas que d'elle. Là où tu avais l'impression quand même que dans la première version, enfin dans la version cinéma, c'était surtout parce que elle voulait pas coopérer, tu vois. Alors que là tu vois bien que même quand elle a encore rien commencé, qu'elle dit juste je refuse de prendre mes médocs, tu vois que le gars il cherche même pas à comprendre, il lui met direct un coup de matraque et il en rajoute une couche alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Ouais. Ça c'est vraiment cool. Je trouvais aussi intéressant le fait de voir que malgré qu'elles sont enfermées depuis longtemps, elle est toujours en train de résister. Il y a ce côté, elle lâche rien. Alors tu sens que c'est pas la première fois que ça lui arrive et que en général ça doit finir mal. Ouais. C'est intéressant. Elle est pas non plus, c'est pas une scène indispensable pour comprendre le film. Non, c'est pas la plus intéressante. Je peux comprendre qu'elle ait été coupée parce que pour un film, même un film interdit aux moins de 12 ans, ça reste quand même une scène qui est quand même très violente, à la fois visuellement et psychologiquement, parce qu'on parle de choses qui ont l'air vraies. Je peux comprendre qu'elle ait été coupée à la fois pour la durée du film, puisqu'elle apporte, en fait, ce qu'elle apporte est déjà illustré dans d'autres scènes. Plus de choses, voilà, c'est déjà illustré autrement. On voit dans d'autres scènes. Et en plus, elle est quand même très violente. La deuxième scène supplémentaire qui arrive, c'est une scène où elle rêve. Et elle rêve de Kyle Reese. Car oui,
Kyle Reese était dans Terminator 2. Ouais. Celle-là, pour le coup, c'est vraiment... Là, on commence vraiment à avoir une scène intéressante. Ouais. Déjà, ce que j'aime, c'est que elle est fringuée avec une nuisette. Trop dégueulasse! Et ça change totalement le rapport. C'est-à-dire que depuis le début, on nous la montre comme une guerrière, et dès que Ouais. Kyle entre en jeu, on a un retour de la féminité, tu vois, à Tout à travers fait. la nuisette, justement. D'ailleurs, Même au niveau de la photographie, on est dans quelque chose de plus angélique, de plus... ouais, de une plus sorte de lumineux. flou un peu romantique, ouais. Maîtresse et patient, quand il n'y a rien d'autre à voir. À la télévision. Il me semble qu'il y a certaines positions des corps qui Ah oui. rappellent la scène d'amour du premier, en fait. Tout à fait. Et du coup, ouais, c'est intéressant de voir Oui, que, quand en lui fait, monte dessus, Et monter sur moi, c'est tout. notamment, Totalement. ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que là où vraiment le 2, on avait l'impression que Sarah Connor, c'était juste une guerrière, Ouais. que même l'aspect maternel était quasi absent. Qui était une volonté de Linda Hamilton, hein, qui a fait un Ouais, très c'est gros entraînement pour le film, Ouais. et qui voulait vraiment ressembler à quelqu'un de costaud et quelqu'un de dur. Eh bah, elle est quand même plus galbée que. Elle aurait fait une meilleure Wonder Woman, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant parce que ça rappelle aussi que Sarah Connor est une femme, tu vois. Il y a ce Ouais. truc de. Elle a encore une féminité en elle. I love you. I always have. I love you, Sarah. I always will. Et du coup, un instinct, une douceur qu'on peut apparenter aussi à une douceur maternelle, vu qu'elle a John. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le fait qu'ils disent mais il est où John, machin, et ben Ouais. He's the target now. I know. He's all alone. You have to protect him. I know. ça fait que ça lui travaille l'esprit et on Ouais. comprend pourquoi elle va réussir à dépasser ses limites pour s'échapper. C'est à cause Ouais. de ce putain de bad trip qu'elle a fait et qu'elle a dit non mais là il faut que je me Ouais, mette. et tu vois que elle revient toujours sur le sujet. Son cerveau, Ouais, même c'est quand vrai. il part, alors qu'en plus elle est sous drogue, tu vois. Il revient sur le sujet qui est putain, mais John, quoi. Ouais, moi, du coup, il y a plein de choses que je trouve intéressantes dans cette scène. Les échanges qui pourraient être des vrais dialogues entre eux, alors que c'est un personnage fantasmé, mais ça pourrait être un vrai dialogue du premier Terminator. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de Terminator, c'est quand il est blessé, Hmm. elle lui dit ouais, debout soldat, et c'est ce qu'elle il réinverse ça. Alors que déjà, en fait, dans le Terminator, c'est les personnages qui sont inversés à la fin, où c'est elle qui, quand elle devient vraiment une femme forte à la fin du 1, où elle lui parle comme un soldat. Et là, ils reprennent ces phrases, mais dans l'autre sens. Du coup, ça double la version, quoi. On your feet, soldier! On your feet, soldier. Il y a beaucoup d'aversions de toute façon Ah oui, entre ah oui, Terminator 1 et tout- Terminator 2. Bien sûr. Et, Autant sur les dialogues que sur les comportements, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est super intéressant. Et ça montre aussi, c'est une scène qui montre vraiment dans quel état elle est. You tell me how I'm supposed to do that. He doesn't even believe me anymore. I've lost him. You're strong, Sarah. Psychologiquement, je pense que c'est la scène qui le montre le plus. There's not much time left in the world, Sarah. Et le dernier point que je trouvais intéressant, c'est, alors comme tu l'as dit, il reparle de John, elle reste toujours focus sur John, alors qu'elle est en train de délirer, et en plus elle est dans un rêve. Et il y a autre chose derrière, c'est que la scène se finit avec l'apocalypse. Et que tu Super dis... intéressant la transition avec l'ouverture des portes pour atterrir sur le Ouais. jardin d'enfants, quoi. Ouais, la transition est ouf. vrai. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait oh putain, normalement la transition elle devait se faire comme ça. Wouah. Ah ouais, là on comprend d'autres choses. Et c'est là en fait on arrive dans la scène avec du coup le jardin d'enfants. Et là où je trouve ça super intéressant, c'est que même dans un rêve qui est nostalgique, en plus elle pense à l'amour de sa vie, même là tout redevient un cauchemar et tout revient au jugement dernier. Et c'est intéressant, c'est que
cette scène, on se dit putain, mais c'est un rêve qu'a fait tout le temps, parce qu'on retrouve exactement le même plus loin que nous, on avait déjà vu dans la version cinéma. Mais là, elle est habillée de manière militaire et tout. Et donc, D'où du la coup, référence c'est- d'ailleurs dans la fin alternative, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur la fin. Mais bon, excuse-moi, vas-y, reprends. mais du coup, c'est méga intéressant parce que ça veut dire que même quand la Sarah Connor féminine qu'on a connue au début du premier Terminator est là, elle en revient au parc d'enfants, tout comme la Sarah Connor militaire et brutale en arrive à ce jardin d'enfants aussi. Ça veut dire que peu importe qu'elle change de comportement, peu importe qu'elle se sorte qu'elle soit dans cette condition ou non, elle arrivera à ce traumatisme en fait. Donc pour le coup, le fait d'avoir encore fait un parallèle entre la version de Nuisette et la version militaire, bah, elle est super importante. Pour le coup, celle-là, il aurait pas fallu la virer, quoi. En plus, c'est con parce que c'est la seule scène de Kyle Reese qui fait que le comédien était dans un film de plus de James Cameron, puisque c'est vrai qu'il avait fait aussi Aliens et Abyss. Du coup, il était aussi dans Terminator 2 et les gens ne le savent pas. Et maintenant, ils le savent grâce à nous. Voilà, ils le savent. Ensuite, tu as la scène. Alors, tu as une petite scène du T-1000 qui vole la voiture de flic. Qui est rajoutée. Alors, ça, moi, je pense que c'est. Il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis c'est important de les avoir mis parce que t'as l'impression que le gars, il fait tout et n'importe quoi, que tout est déjà programmé. Genre, ça te montre comment il va choper la bagnole de flic. Oui. Parce que bon, tu te dis, il se promène comme ça dans le normal, c'est un peu con. Mais vraiment, le plan, enfin, c'est plutôt une scène parce que ça se passe en 4-5 plans, que je trouve intéressant à propos du T-1000, c'est quand il va voir le Yinche. Alors, pareil. Ça arrive après. On allait... Mais vas-y, on peut en parler. Vas-y. Ben, comme il bute le chien, alors déjà, c'est en hors-champ, mais t'entends le chien bien gueuler, je pense qu'ils l'ont retiré parce que c'était trop violent. Ouais. Mais il y a un insert sur le collier avec marqué Max. Et donc, ça permet de comprendre qu'en effet, le T-1000 vient de piger qui s'est fait niquer. Ouais. Et ça, dans la version cinéma, on l'a pas. T'as l'impression que il se dit, il a raccroché, faut que j'aille le rechercher. Non. Maintenant, il comprend pourquoi il a raccroché et il sait que de toute façon, il a été grillé. Ouais. Oui, parce qu'il lui plus dit que c'était intéressant. Wolfie, le nom du chien. Ouais. Wolfie va bien. Il va bien, Wolfie. Oui, Wolfie va bien. Tes parents adoptifs sont morts. Ouais. Et donc, du coup. Il y a un des deux, je crois que c'est Wolfie, et un des deux noms de chien qui est le vrai nom du chien de James Cameron. Ah, d'accord. Pour la petite histoire. Bah, j'espère que c'est Wolfie et pas Max parce que ça voudrait dire que sinon il a buté son chien, quoi. Il me semble que c'est Wolfie. Du coup, en effet, cette scène est intéressante. Après, toutes ces scènes en plus, je pense qu'on les comprend parce qu'on connaît déjà le comportement. Déjà parce qu'on avait vu le premier Terminator, on sait comment fonctionne un Terminator. Et ces ellipses dans le montage de base, finalement, on les accepte parce qu'on se doute bien qu'il va faire quelque chose. Mais en effet, c'est intéressant de le voir. Ça permet de l'illustrer. Dans la version longue, je trouve que c'est quand même plus important parce que comme il y a des scènes qui durent beaucoup plus longtemps, qu'on a rajouté des scènes et tout, je te jure qu'à un moment, je me retrouvais à me dire « Ah mais putain, en fait, il y a un T-1000 !» J'avais oublié le T-1000, tu vois. Je me suis dit « Mais il est où, lui, en fait ?» Pourtant, il y a des scènes rajoutées avec lui. Bah ouais, mais je pense qu'on a rajouté des scènes avec lui pour compenser le fait qu'on va l'oublier à certains moments parce que les autres scènes sont beaucoup plus longues ou qu'on a rajouté des scènes entre deux, tu vois. C'est possible. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est possible. Après, là, on a une scène où il y a des choses à dire, c'est quand ils sont dans le garage. Donc, quand le Terminator soigne Sarah qui a été blessée à l'épaule. Listen, do you know what you're doing? Et là, ça change beaucoup de choses. Putain, mais c'est la scène, scène qu'il fallait pas couper. C'est du même niveau que quand on t'explique que que Superman dans Batman v Superman, il comprend pas qu'il y a une bombe dans le fauteuil roulant, quoi. Si on te l'explique pas dans la version longue, tu te dis oui, ça déconne. Bah là, c'est pareil. Ouais. Là, c'est pareil, putain.
Oui, j'ai un inhibiteur parce que Skynet, quand on est tout seul, il veut pas qu'on nous change. Putain, mais voilà pourquoi il sourit, bande de cons. C'est à cause de ça. Ça change tout. Ça change tout. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque Oui, c'est vrai, on n'a pas expliqué. voilà, on va quand même expliquer ce qui se passe. Dans la scène de base, donc Sarah est blessée à l'épaule, il la soigne, et elle lui parle et il lui explique qu'il a plein d'infos sur le corps humain. Ça lui dit ah oui, mais comme ça vous êtes un tueur plus efficace. Et Normalement, ça s'arrête là d'ailleurs, je crois. après, il y a John qui lui dit tu comprends les gens. Je sais plus comment il dit exactement. Et il dit qu'il comprend les comportements humains, mais ça va pas plus loin. Et là, ça coupe. Voilà, et là, ça coupe. Et John lui dit mais tu peux apprendre. Et là, il lui explique qu'en fait, normalement, oui, parce que il a un processeur neuronal, je sais pas quoi, qui lui permet d'apprendre en dehors de ce que lui a donné Skynet. Sauf que Skynet le bride et l'empêche d'apprendre vu qu'il est parti en mission à l'extérieur, du coup, dans le passé. Et du coup, son processeur est verrouillé et il ne peut pas apprendre. My CPU is a neural net processor, a learning computer. But Skynet presets the switch to read only when we are sent out alone. Et du coup, ils vont décider de le débrider. Et pour cela, ils vont lui ouvrir le crâne avec cette scène avec le miroir où en fait, du coup, il filme derrière. Comme tu as cette scène aussi dans La Haine, la scène du miroir dans La Haine qui est filmée de la même manière. En fait, la caméra passe derrière et dans le miroir, tu ne vois pas la caméra, puisqu'en fait, c'est un faux miroir. Et du coup, dans cette scène, ils ont utilisé la sœur jumelle de Linda Hamilton, que tu revois un peu plus tard, à la toute fin du film d'ailleurs, quand il y a les deux, la vraie et la fausse Sarah Connor. Ouais. Et du coup, ils lui ouvrent le crâne, ils sortent le processeur pour le rebooter et pour du coup le déverrouiller. Ce qui est pas ouf niveau sécurité, mais ça, c'est un autre problème. On est en 91, la sécurité informatique, bon, on va pas faire chier avec ça. Et du coup, c'est ultra intéressante parce qu'on apprend que à partir de maintenant, le Terminator va pouvoir apprendre les sentiments. Chose qu'on va apprendre un peu plus dans une scène dont on va parler juste après. Et en plus de ça, derrière, en fait, Sarah prend le processeur, prend un marteau et veut éclater le processeur pour tuer le Terminator. Et c'est John qui l'empêche. You see the pin switch? Out of my way, John. Don't kill him. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent parce qu'on voit que Sarah est tout dans la réaction. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. À ce moment-là, t'es pourchassé par le T-1000. Il ne faut pas détruire le T-800. C'est ton seul espoir de t'en sortir face au T-1000. Mais elle est tellement en alerte, en fait. Pour elle, il faut le détruire, quoi. Il n'y a pas de... Et c'est là aussi où tu vois pour la première fois les prémices du leader de John. Clairement. Sa façon de lui parler, de la raisonner, alors que le gamin, il est censé avoir 10 ans en plus, quoi. We are better off on our own. But he's the only proof we have of the future and the war and all that. Maybe. C'est marrant parce qu'on avait fait une vidéo avec Guillaume. Guillaume fait son cinéma sur la version longue de Jurassic Park 2003, où tu as une scène entre Alan Grant et la gamine, où il essaye de la convaincre de le suivre dans la version longue, et tu vois qu'il ne sait pas parler à un gamin, enfin tu vois que l'écriture du scénario, ça ne fonctionne pas, parce que ça, mais alors que là, l'échange entre le fils et la mère, il fonctionne, et tu te dis, mais c'est vraiment le discours que pourrait avoir ce mec qui, un jour, va être le leader de l'humanité. Il ne l'est pas encore, mais tu vois déjà qu'il est capable de dire ces choses-là à sa mère alors qu'il a 10 ans et de la convaincre. This could be our last chance, so move! Look, Mom, if I'm ever supposed to be this great military leader, maybe you should start listening to my leadership ideas once in a while. C'est le premier moment où tu vois que, oui, John pourrait devenir le leader. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, il lui dit... Ça fait des années que tu dis que je vais être un leader, il serait peut-être temps que tu m'écoutes en tant que leader. Ouais. Et en fait, là, tu vois dans le regard de Sarah qu'il y a un déclic en mode ah oui, ça fait un moment que j'ai pas vu mon fils. Tu sens qu'il a quand même pris, il a quand même pris de la bouteille, on va dire, alors qu'il a que 10 piges. Et c'est intéressant parce que ça explique pourquoi après dans le film, elle le laisse beaucoup plus prendre de décisions et tout. So my own mother won't. How do you expect anyone else to? Parce qu'en fait, au début, là, elle quand elle le revoit, elle est toujours dans la protection, je suis un peu ton garde du corps. Et plus ça avance,
plus Sarah s'efface un peu pour laisser John prendre des décisions, tu vois. Tout à fait, juste avant dans la scène dans la voiture, elle l'attrape, elle le touche de partout pour voir s'il a rien. Demande-lui en fait. Par contre, la scène de c'est celle-là, hein, de scène où ils sont dans la bagnole qui bouge dans tous les sens et puis il dit non mais je vois très bien et puis en fait tu vois Oui, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ouais. Il a éteint les phares. Elle fait un peu fake, hein, celle-là quand même. Ah oui, bah après c'est aussi le problème de ces éclairages de nuit où tu vois super bien quoi. Bah ouais, puis tu sens que c'est comment on appelle ça, le décor déroulant, tu sais, autour de la bagnole qui est en studio et qui fait Ça, c'est comme parce que ça. t'as vu la version HD. Oui, Tu bah le vois ouais, dans ma bah c'est version ça. DVD. Donc scène très forte et surtout qui permet de comprendre que à partir de ce moment-là, le Terminator n'est plus la même machine et le Terminator va apprendre. Et ça change beaucoup de choses, puisque après on a une autre scène. Alors déjà, on comprend après quand il monte dans la voiture et que tu sais il veut péter le démarreur là. Ouais. John Il lui sort. dit apprends, voilà, première leçon. Ouais. Are we learning yet? Et du coup, en fait, c'est référence à cette scène. Parce qu'au début, ça vient de nulle part, ce truc. Ce qui passe quand même hein, dans la version de base. Et en fait, c'est genre, mec, c'est ta première leçon pour devenir humain. Et surtout, après, en fait, ce qui explique aussi, un peu plus tard, pourquoi il regarde bizarrement le bébé. Tu sens qu'en fait, il essaie d'analyser le comportement des humains. Et après, du coup, il y a la scène de la station-service. Donc, dans la version de base, en fait, il y a une ellipse. Et ils arrivent à la station-service. Ça cut et on voit Sarah en train de manger un donut, je crois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la version longue, la voiture arrive à la station. Sarah prend l'argent à John. Got any cash? I got a couple $100. I'll give you half. Mom! Et en fait, pendant qu'elle va acheter à manger, il parle avec le Terminator et lui dit d'apprendre à devenir humain, en fait. Et notamment apprendre à sourire. Smile once in a while. Smile? Yeah. You know, smile. Et là, c'est moins con. Et c'est là. Parce que dans la première version, bah déjà dans la première version, ça me faisait tiquer parce que je me disais c'est un Terminator, comment il apprend. Heureusement, il y a eu la scène d'avant. Ouais. Mais en plus de ça, tu te dis mais comment il fait? Et en fait, tu te rends compte que en effet, il analyse les zygomatiques, le mouvement de la bouche et tout, et qu'il essaye. Et même dans le montage, c'est totalement remonté différemment. Il y a un champ contre champ entre John et le Terminator, où John il lui dit ah c'est pas encore trop ça, et juste derrière enfin il y a le plan que nous on connaît cinéma où là il sourit. Donc il y a encore un stade d'apprentissage. Il y a d'abord l'analyse des mouvements. Ouais. Il essaye une première fois, John il lui dit c'est pas encore ça. Et après il réessaye et là on se rapproche un peu plus de ce qui semble être un vrai sourire. Ouais, tout à fait. Et alors c'est là aussi, c'est l'argument de ceux qui veulent cracher sur la Director's Cut, c'est qu'en général, ils reprennent le pan de la première fois où il fait un sourire, ou je pense qu'ils ont essayé de faire un truc comique, mais bon, ça, c'est pas fou, quoi. Et c'est complètement malhonnête hein, d'utiliser cet argument, parce qu'en fait, le lien avec les autres scènes du sourire, en fait, il est juste génial. Et surtout, comme tu parles du sourire, moi, c'est là où ça résonne avec la scène de fin. La scène de fin qui est incroyable, du coup, grâce à ça, enfin, qu'il était déjà de base. Mais si tu regardes à la fin, lorsque John lui dit qu'il ne faut pas qu'il meure, et le Terminator lui fait comprendre que si, il va mourir. Et là, c'est là où la première fois, il fait un vrai sourire, en fait. Au moment c'est où parce que c'est devenu un vrai petit garçon. Mais voilà. Et en fait, au moment où il est dit, tu ne comprends pas dans la version de base, au moment où il est dit, maintenant je sais pourquoi vous pleurez, mais c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, juste avant, il fait son premier vrai sourire. Et là, tu dis, putain, ça y est, il est humain. Trust me. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, il définit la limite, tu vois. Il dit oui, tu comprends qu'il comprend les sentiments, mais qu'il ne sera jamais humain en même temps. I know now why you cry. But it's something I can never do. Et ça rend encore plus forte la scène de fin grâce à. Et on se rapproche beaucoup plus de ce qu'a pu proposer Asimov dans ses bouquins depuis des années, quoi. Feelings inside. Donc voilà, ces deux scènes, c'est, je pense, les scènes les plus importantes de la Director's Cut, et c'est ça qui fait qu'il faut la voir.
C'est vraiment les deux scènes qui font sublimer la fin du film. Mais il y en a d'autres qui arrivent après. Alors déjà, j'ai quand même trouvé un peu bizarre le fait que qu'ils sachent pas sourire, ok, mais ils comprennent pas ce que c'est un sourire, alors qu'il a dit qu'il comprenait quand même comment fonctionnaient psychologiquement les humains. J'étais il y a un petit, mais bon, là, je suis vraiment, je fais mon difficile. Après, peut-être qu'il veut dire qu'il comprend pas le sourire dans le sens je comprends pas pourquoi les gens sourient. Peut-être ça. Oui, mais justement, il est censé pouvoir le comprendre puisqu'il est censé déjà comprendre la psychologie humaine. Même si tu vois qu'il est très limité finalement, puisque c'est vrai. Le principe peut-être de vie et de mort, il ne comprend pas tous ces principes. C'est grâce aux discussions avec John qu'il va le comprendre. Ce qui permet aussi de délimiter la psychologie du Terminator. Passons à la scène suivante. La scène suivante rajoutée se passe chez Mike Dyson, donc le créateur de Skynet. Donc c'est une scène où en fait il est en train de travailler de chez lui, parce qu'en 91 il avait déjà le droit au télétravail. Et il est en train de bosser sur le processeur de Skynet. Sa femme vient le voir et lui dit il est censé quand même s'occuper des gamins, et lui il est à fond dans son projet, il dit c'est génial, c'est incroyable, ça va révolutionner le monde. Alors c'est très marrant parce qu'il y a cette petite vision, non, c'est incroyable, imagine un avion, le pilote il est jamais fatigué, il a jamais besoin de se reposer, il fait jamais d'erreur. Imagine a jet airliner with a pilot that never gets tired, never makes mistakes, never shows up to work with a hangover. Tu dis ça aujourd'hui, tu fais oui, en gros, on va tous se retrouver au chômage, quoi. Et c'est intéressant parce que en fait, depuis le premier Terminator premier du nom, c'était déjà une critique de la machine qui va remplacer l'ouvrier, tu vois. Oui. Quand tu te dis qu'à la fin, ça se termine dans une usine automatisée et que c'est ça qui va tuer le Terminator, ben tu te dis en fait oui. La machine, au-delà de la machine Terminator qui va tuer l'humain, c'est la machine industrielle qui va tuer le travail des humains. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait penser à un revenu universel, d'ailleurs. Mais une excellente idée. Donc James Cameron est de gauche. Je vous le dis. Du coup, moi, je trouvais cette scène intéressante. Déjà, on voit vraiment la maison de Mike Tyson. On voit qu'il est blindé. Parce que là, il est blindé. Ce qui est normal, c'est l'équivalent d'un Bill Gates. Donc, déjà, en 91, Bill Gates, il se mettait bien. De ton côté, t'as pensé quoi de cette scène? Alors, moi, j'ai trouvé super intéressante parce que ça permet d'humaniser un peu plus le personnage. On avait déjà, quand Sarah débarque pour le buter, on a déjà quand même une notion de voilà, il a des enfants, tout ça. Mais putain, mais tu es en train de dire tous les points que j'ai mis au bout. Mais c'est très bien, c'est super, c'est génial. Comme ça, j'ai pas besoin de bosser. Mais d'un autre côté, c'est Dyson, hein, c'est ça? Dyson, ouais. Comme les aspirateurs. On a l'impression en fait qu'il est plutôt très distant même avec sa famille si on prend pas cette scène-là. Ah oui. Si on prend pas cette scène-là. Oui, si on prend pas. Je comprends. Parce que tout ce qu'il fait dans la version cinéma. On ne sait pas plus qu'il est distant puisqu'on n'a pas ces liens. Non, mais tout ce qu'il fait finalement dans la version cinéma, c'est bosser, et il y a qu'une fois où il recule son fils. Les enfants sont. Ah oui, si, c'est vrai. Pas là du tout, quoi. Et là, d'un coup, il y a le fameux père qui bosse tout le temps et les enfants qui veulent aller. Alors, dans les sous-titres, c'est marqué Aqualand, mais chez eux, c'est River, je sais pas quoi, Water, je sais pas quoi. Je sais plus. Mais du coup, tu vois qu'il va quand même se dire bon, je vais un peu renoncer à mon taf pour les gosses, et du coup, ça permet de pas juste avoir une sorte d'antagoniste qui va se sacrifier à la fin. I'm sorry. C'est-à-dire qu'il est un peu plus humain. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que le mec est cantonné aux scientifiques informatiques qui vont délaisser leurs gosses, quoi. Hein, je rappelle qu'il est dans le Justice League, il est dans la Snyder Cut. Et c'est vrai que il a le même rôle, quasiment. C'est le même personnage dans Justice League. Pas avec la même psychologie, du coup, on apprend grâce à Non, pas avec la même psychologie, mais il y a quand même encore ce truc de le père absent parce qu'il est absorbé par son taf, tu vois. Ouais, et en plus dans la tech. C'est vrai. Et du coup, pour moi, scène très intéressante, très utile à la narration, pour plusieurs choses. Déjà, tu
tu en as dit une grande partie. On voit aussi beaucoup le rapport entre lui et sa femme, à la fois aussi le rôle de sa femme, puisque tu as l'impression que c'est vraiment elle qui fait la connexion avec le monde extérieur. Ah bah oui, oui, oui. Mais qu'elle accepte la personne qu'il est. Et tu as l'impression que c'est un défaut qu'il a, bah, il est absorbé dans son truc, mais à la fois c'est un défaut qu'il a, mais elle est capable de le reconnecter à la réalité, et il l'accepte, et il est humain. Et c'est juste que c'est quelqu'un de passionné, mais qui est capable de comprendre ce qu'il y a autour, et elle lui dit non, mais là, il faut que tu t'occupes des gosses. Et tu vois qu'il le fait pas, il l'accepte, et il l'accepte avec plaisir même. Toi. Il dit ouais, les gosses, vas-y, on y va. Et puis oui, en effet, je suis pas raisonnable là, il faut que je fasse une pause, que je m'occupe des gosses, mais il n'y a pas ce côté, il y va à contre-cœur. Tu sais, il n'est pas en mode putain, casse les couilles, bon, allez, les gamins, on y va. Donc, tu vois que c'est un vrai père de famille. How about spending some time with your other babies? Hey! Raging waters! C'est quelqu'un de passionné, que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'il va faire. Il a vraiment l'impression qu'il va changer l'humanité, qu'il va apporter quelque chose de révolutionnaire et quelque chose de génial. Tu vois aussi le lien avec le premier Terminator, où il voit le truc sur lequel il est tombé, qui est le processeur du premier Terminator. En fait, il travaille avec une maquette du processeur, et il est là. C'est incroyable ce truc. Je suis pas sûr que ce soit une maquette. Hein. Je pense que c'est le processeur en lui-même, mais qu'il n'a pas encore la technologie pour le réduire. Hein. Il me semble que c'est ça plutôt. Hein. Parce qu'il est branché, le machin. Ah oui, ok, je vois. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire, ouais, tout à fait. Oui, en effet, il est branché, il fonctionne, ouais. Tu as tout à fait raison. Donc je dis de la merde. Tu m'as bien rattrapé. You can be my wingman anytime. Par rapport à la narration, quelque chose de très important aussi, c'est qu'à la fin du film, quand il se sacrifie, tu comprends que c'est quelqu'un de bien. Oui. Dans la version de base. Mais comme beaucoup de scientifiques, hein, Einstein, au début, il s'attendait pas à ce qu'il y ait une bombe nucléaire, tu vois. C'est vrai. Il avait pas fait ça pour ça. Mais là où c'est intéressant, c'est que grâce à cette scène, on le sait avant que Sarah arrive chez lui. On connaît son lien avec ses enfants. Du coup, quand Sarah arrive, et d'ailleurs, la scène est plus longue dans la version longue, c'est-à-dire que dans la version longue, il y a une scène où tu vois Sarah rentrer dans le jardin, poser son fusil en mode militaire et viser. Du coup, tu sais que elle veut attaquer le mec, elle veut tuer le gars qui est un père de famille, qui est quelqu'un de bien, en fait. Et il y a ce rapport à elle doit sauver l'humanité, mais pour ça, il faut qu'elle tue quelqu'un de bien. Et ça, tu le sais pas dans la version de base, puisque le mec, c'est un mec random jusqu'à ce moment-là. Et en fait, dans la version cinéma, Sarah, on a l'impression, on n'est pas spécialement de son côté, mais on n'a pas non plus d'affect pour le mec, jusqu'à ce que son gamin arrive, en fait, finalement. Tu vois, pour dire, ah, non, tu sais pas mon père, c'est mon papa. Et alors que là, oui, avant même qu'elle arrive, on dit déjà, non, Sarah, fais pas ça. Non, mais non. Ah. Et c'est intéressant parce que du coup, là, on a beaucoup moins d'empathie pour Sarah que pour ce qui est censé être l'antagoniste, en fait. Tout à fait. Et du coup, super intéressant. Et ça montre aussi ça montre que c'est un vrai choix. C'est-à-dire que, sacrifier une vie pour sauver l'humanité. Là, c'est une vraie vie. C'est une vraie personne, tu vois. Avant, c'est quelqu'un dont il parle, tu vois, où le Terminator dit oui, il y a un gars qui va construire Skynet, etc. Mais là, tu vois sa vie de tous les jours avec sa famille. C'est pas du tout le même ressenti, quoi. Donc, super intéressant cette scène. Super. Même si de base, on pourrait dire qu'elle apporte rien, en fait, si, dans la narration, elle apporte beaucoup de choses. Donc, après, scène suivante, c'est chez Enrique, donc dans le stock d'armes. Alors, il n'y a pas de scène rajoutée. C'est juste que les échanges entre le Terminator et John sont un peu plus longs, et il va plus insister sur le rapport entre ses parents, John. Déjà, la scène de base, je la trouvais très intéressante parce que tu vois quand même qu'il, malgré qu'il ait 10 ans, il comprend quand même comment fonctionnent les adultes. Il comprend les sentiments des adultes. Et puis, il y a ce côté what the fuck qui est mec, tu vas envoyer ton père à la mort, ton père que tu n'as jamais connu. Et quand tu seras adulte, tu vas le rencontrer et tu vas l'envoyer mourir. Et c'est ouf, quoi, pour un gamin de 10 ans d'avoir ce truc. Mais ça, c'est déjà dans la version de base. La version longue insiste un peu plus sur la relation des parents.
Voilà, je sais pas si tu as des choses à dire. Ouais, moi j'ai pas grand chose de dire là-dessus parce que comme tu dis, c'est dans la continuité et ça. Là pour le coup, je pense vraiment que ça change pas grand chose. Pour Ouais. moi, c'était Je peut-être trouvais pas la version de nécessaire de base- le mettre. Ouais, la version de base est déjà très bien. Et Ouais. voilà, c'est juste un peu plus long. Ça Voilà. insiste un peu plus. Et c'est le principe aussi des director's cut, c'est que Oui. parfois tu te dis, j'en rajoute un petit peu, même s'il n'y a pas Oui. besoin, mais c'est pour moi, c'est cadeau, quoi. Tu vois, Oui et c'est- non, parce que c'est vraiment la version qui a été faite de base. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est quand ils ont dû faire la version cinéma, ils se sont dit, pour le rythme et pour raccourcir le film, on va peut-être couper ça ou ça qui est en trop. Mais du coup, cette version toi, existait en tant déjà. que Du coup, ils se disent, bah, spectateur, en tant oui, que dans spectateur, ton toi, ça ressenti, te ouais. donne l'impression qu'on te dit, tiens, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est en Ouais, bonus, ouais. quoi. Puis c'est intéressant de voir que finalement, certains dialogues qu'on voit dans les films, en fait, n'étaient pas exactement les mêmes et qu'ils ont coupé des parties des dialogues pour le rythme. Donc voilà, pas extraordinaire. Je pense qu'on peut passer à la suivante. La scène suivante, ça se passe dans la voiture. Donc Sarah est partie pour aller tuer Miles Dyson. Et du coup, John réalise qu'elle veut faire ça. Quand il voit le message futur is not set qu'elle avait découpé elle avait taillé au couteau dans la table en bois. Il comprend qu'elle veut aller tuer Dyson. Du coup, ils partent tous les deux pour l'empêcher de le faire. Dans la voiture, déjà dans la scène de base, le Terminator lui dit que le T-1000 se doute qu'ils vont sûrement aller voir Dyson. Du coup, c'est une mauvaise idée d'y aller parce que c'est dangereux. Et John lui dit mais non, mais il faut pas tuer des gens, t'as pas compris. Et ça va pas plus loin. Mais en fait, cette scène est beaucoup plus longue. Et dans la version longue, John insiste beaucoup plus sur le rapport des êtres humains avec la mort, avec la vie aussi. Et pourquoi c'est important de ne pas tuer, en fait. En quoi la vie est précieuse. Ce qui est assez surprenant pour un gamin de 10 ans, quand même. Il faut avouer qu'il a des arguments qui sont très développés. Tu sens que le gamin... bon, il y a aussi le côté... peut-être pas été écrit avec la vision d'un gamin de 10 ans, mais ça te donne un peu ce côté, ce gamin, tu vois, un peu surdoué, capable de comprendre beaucoup trop tôt la vie. Ouais. Donc c'est intéressant et ça permet de voir aussi sa façon de s'énerver et d'expliquer les choses de Terminator. Encore, on revoit ce côté, un jour ce sera le leader. Et je trouvais aussi dans ses arguments, ça permet de montrer la différence entre pourquoi ce serait lui le leader. Parce que c'est pas une machine. Parce que non, il va pas aller jusqu'à sacrifier des gens. C'est pourquoi les gens vont le suivre. C'est pas juste un général. C'est un mec qui est capable de comprendre ce que vaut la vie humaine et que on peut pas tuer quelqu'un pour arriver à ses fins. Même si c'est des choses qui sont importantes, la vie humaine est vraiment précieuse. Il faut vraiment tout faire pour sauver les gens. Maybe you don't care if you live or die, but everybody's not like that. We have feelings. We hurt. We're afraid. Après, moi, je l'ai pas trouvé très pertinente non plus, tu vois, cette scène, parce que il y a déjà de l'explication sur on tue pas les gens, c'est comme ça, fais-moi confiance. Je pense que développer encore plus pour dire... Hein? Oui, ça s'arrête au fais-moi confiance dans la version de base. Là, on comprend que lui comprend. C'est ça ce que je Ouais, veux dire. mais je trouve qu'il n'y a pas besoin... À partir du moment, en plus, on est dans une logique de toute façon, le Terminator doit répondre à mes ordres. Et John, en plus, on se doute bien que si lui dit ça, c'est parce qu'il comprend que la vie a un intérêt et qu'il a une certaine morale. Oui. Et bon, c'est pas plus intéressant de l'avoir. Ouais, mais je trouvais que ça montrait quand même sa future capacité de leader. Tu vois. Ouais, mais on la voit déjà aussi quand il dit à sa mère, quand il répond à sa mère, tu vois. Donc pour moi, il y a un effet redite. Oui, clairement. Mais c'est une petite redite, tu vois. C'est un truc que tu vois pas de temps en temps où tu vois. Oui, bien sûr, le mec c'est est en plutôt train de devenir ce anecdotique. leader. Parce que jusqu'ici, c'était un loser, hein, John Connor. Et tu vois que il se passe des choses, toi, et c'est pas celui de Terminator 3. Quoi. Pourquoi moi? Après, je suis d'accord avec toi. C'est pas non plus une scène qui est indispensable. Tu comprends qu'il est Ouais. qu'il est raccourci dans. Contrairement à une scène de reboot, tu vois. Là, oui, clairement, là, c'est indispensable. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Scène suivante, c'est lorsqu'ils sont chez Cyberdine. Donc, ils veulent détruire Skynet. Donc, ils détruisent tous les ordinateurs, toutes les preuves. All the discs in my office. All the discs in that office over there. Et il y a un truc qui est rajouté, c'est que Dyson va prendre une hache. Excuse me.
Can I borrow that thing? Et va détruire donc la maquette, donc tu dis qui est le prototype du processeur, qui doit pas être le même parce qu'il doit en avoir un chez lui et un là-bas. C'est ça que j'ai pas compris, moi. Bah oui, bah, Le machin, ça chez coûte lui. une blinde, mais il en a un chez lui et un au taf. Je comprends pas. Oui, bah après, c'est une Et boîte c'est qui est peut-être pour ça qu'ils l'ont retiré la scène de base. Hein. Non, moi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, après, c'est pas si étonnant que ça. Tu sais, ils développent un truc qui doit leur rapporter des milliards aussi. Donc bon. Et mais bon, donc voilà, ils ont aussi un Mais d'un autre prototype. côté, enfin, tu vois, là encore, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand t'as un truc qui vaut des milliards comme ça, il y a des sécurités. Tu fais pas ça chez toi. Mais c'est la sécurité de l'époque, quoi. Et puis à l'époque, Bah ouais, mais quand même, tu vois Steve Jobs, enfin, ou Bill Gates, même dans les années 90, dire oh bah je veux bosser chez moi à la maison sur un truc ultra qui pourrait révolutionner. Ouais, franchement, là-dessus, je sais pas. Hein. C'est pas la sécurité d'aujourd'hui hein, non plus. Hein. Mais c'est une bonne question. Je pense que c'est aussi parce qu'on a le regard d'aujourd'hui, toi. Et qu'en 91, t'avais pas ce regard. Ouais, Comme je sais pas. tu sais, c'est pareil quand tu parles finalement dans Jurassic Park, tu sais, comment Denise Nedry bloque tout le système informatique. Vous n'avez pas dit le mot magique. Merde. Oui, mais ça, c'est pas... Independence Day, quand il pirate avec une disquette le vaisseau mère. Tu regardes ça aujourd'hui, tu fais ouais, mais bon, à l'époque, t'avais ce côté, on maîtrise pas l'informatique. Ouais, je sais pas. Voilà. Pour moi, c'est du même niveau que de dire bah tu laisses les plans de l'arme nucléaire dans ta maison. Ouais, je pense que voilà, c'est la vision de quelqu'un de 2022, pas de quelqu'un de 1991, c'est ce que je veux dire. Eh ben, vous nous le direz en commentaire parce que là-dessus, on n'est pas Exactement. d'accord. Et je pense que j'ai raison. Je suis absolument pas d'accord. Mais donc oui, donc il a détruit la hache. Du coup, en dehors de ce fait, je sais pas si c'est des choses à dire sur cette scène, sans parler de ce côté, c'est pas crédible la sécurité chez lui. D'ailleurs, n'est pas cette scène, puisque c'est plutôt la scène d'avant. C'est clairement sa rédemption. I worked a lot of years on this thing. Ouais. Après, il y a encore un effet redite. Parce que la rédemption, c'est au moment où il va se faire exploser. Donc pourquoi encore ajouter le fait que de toute façon, il casse son truc à la hache? On a compris qu'il avait pigé que il avait fait un truc dangereux pour l'humanité, tu vois. Ouais. Le symbole est beau. Ouais. Mais voilà, est-ce qu'il a un intérêt? Pas vraiment, parce qu'on on est encore dans la redite. Sans cette scène, on le comprend, mais je trouve ça... Moi, je l'ai quand même trouvé intéressant, parce que, comme tu l'as dit, ce côté rédemption, à la fin, quand il se sacrifie, le mec, de toute façon, il est sur le point de mourir. Hein. Donc, c'est lui qui fait tout péter, mais il s'est pris un chargeur dans la gueule. D'ailleurs, quand il fait tout péter, il est déjà mort. Oui, bien sûr. Et en fait, il utilise le fait qu'il va mourir pour laisser tout le monde s'échapper. Tu sais, avec, en fait, il a un poids dans la main. C'est quoi? C'est une agrafeuse, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais non, en fait, c'est un morceau du processeur. I don't know how much longer I can hold this. Ah, c'est un morceau de... Putain, mais oui. Bah oui, du coup, on comprend. C'était donc ça, tiens. Et moi, ce que j'ai trouvé, du coup, il y a ce lien, merci, que j'avais même pas calculé. Et non, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que avant cette fin, où il se prend des balles, dans le montage de base, il est passif. C'est-à-dire qu'il leur ouvre les portes, mais c'est eux qui le font. Et là, il sait qu'il y a un truc qu'eux n'ont pas vu. Et là, tu comprends que non, lui, il est vraiment déterminé à le faire, et il le fait lui-même. Il voit le Terminator, il lui dit je peux prendre ta hache. Et c'est lui-même qui va... Et ses côtés... Après, le symbole, c'est le professeur Frankenstein, une fois de plus. C'est qui va détruire le monstre qu'il a créé. Après, c'est vrai que, comme je te disais, comme il a un morceau du processeur, au moins ça crée le lien sur le fait que comment il a un morceau de processeur, c'est parce qu'il l'a pété avant. Voilà, mais j'aime bien ce côté, ça y est, il devient actif. C'est vraiment, il va le faire, et il va le faire lui-même. C'est parce que finalement le cœur du problème, c'est ce truc qui va détruire. Et il est là, non mais je vais le détruire moi-même. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui vais le détruire. Et parce que oui, tu le revois avec la scène du sacrifice, mais le sacrifice en soi, il décide de le faire à un moment où de toute façon il va mourir. Donc toi, il est la décision de base et c'est pas lui qui a décidé de se prendre des balles. Tu vois. Ouais. Donc, si ça va impliquer derrière qu'il va faire ok, je vais y aller jusqu'au bout, mais dans tous les cas, dans 2 minutes, t'es mort.
tandis que là, tu as vraiment ce côté, ouais, il y va lui-même, que j'aimais bien. J'ai bien aimé, qui est pas... Voilà, qui... On peut s'en passer, mais personnellement, j'aime beaucoup. Et en plus, il y a ce lien entre les deux scènes. Bien vu, vous avez gagné. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé, mais on peut s'en passer. Ouais. Et après, après, il reste plus grand-chose à la fin. Il y a juste quelques petits plans en plus à la fin du film sur le T-1000. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la version de base. Je pense, j'aurais même pas remarqué le problème dans la version de base à l'époque où je l'avais en cassette, vu la qualité de l'image. Je me rappelle pas. Mais il y a plusieurs moments, c'est après que le T-1000 est fondu, et gelé et fondu et se soit reconstitué. Et qui se reforme à cause de la chaleur, ouais. Ouais, et il bug. Il y a plusieurs moments où il a des problèmes, genre il met sa main sur une barrière et sa main... Oui, il y a ce plan sur... Oui. Et pareil avec ses pieds, qui reprennent la forme du sol. Mais tu sens qu'il devient défectueux. Et ces plans ont été coupés dans la version finale. Alors c'est bizarre parce que c'est des plans qui n'apportent pas énormément, qui sont quand même super bien faits pour l'époque, hein, quand même, parce que la main qui ressemble aux structures autour, en gros, c'est son processeur qui comprend plus ce qu'il doit assimiler. Ouais. Voilà. Et il est en contact avec des choses, donc il se dit, bah tiens, je vais faire comme si j'étais ces choses. Bah, c'est utilisé à la fin pour John qui reconnaît sa mère. Pendant longtemps au début, je l'ai vu en version cassette où tu voyais pas. En fait, l'image est tellement pourrie que tu vois pas vraiment le pied au sol. Ouais. Qu'ils font, vu que c'est très sombre. Et du coup, pour moi, pendant très longtemps, c'est qu'en fait, il réalisait quand il voyait l'autre derrière, il fait, bah attends, non, c'est pas elle, parce qu'il y a l'autre. Ou c'est la deuxième scène d'ailleurs où il y a sa sœur, la sœur de. Ouais, c'est ça. Get out of the way, John. C'est vrai que pour moi, c'était pas très clair dans la version de base. J'étais là, mais oui, ok, il la voit derrière, mais en quoi il sait que c'est vraiment elle, toi. Et même si pour moi, il y a aussi sa façon de parler, qui était là, ouais, elle lui parle un peu comme une mère, plus que comme. Tout comme. Normalement, là, elle lui parle pas comme ça. Tout comme avec sa mère adoptive, enfin sa famille d'accueil, où elle dit, c'est bizarre, elle est gentille. C'est les dernières scènes qui sont rajoutées, donc qui sont ces petits bugs du T-1000. Et après, du coup, on a la même fin, puisque la fin alternative n'est pas dans la version longue. La fin alternative n'est pas officielle. Donc, si vous verrez dans la vidéo précédente pourquoi je fais oui comme ça. Voilà. Et c'est ainsi que se finit Terminator 2. Et qu'après, il n'y a plus rien eu. Ah, je pense que ça mérite une autre vidéo. J'exagère parce que le 3, j'aime bien le revoir, et le Renaissance, je l'aime beaucoup. Non, mais va falloir qu'on fasse un top comme on a fait pour Rocky. Je suis désolé, hein, mais va falloir qu'on le fasse. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu sur sa chaîne, on a fait un top sur la saga Rocky. Ah, on voit que je suis heureux. Petit incident technique. Alors, hop. Ça y est. L'image est moins belle. Hein. Morgan est de retour après son petit incident technique. Tu es moins beau. Tu es moins beau d'un coup. On a l'impression que voilà, t'es repassé sur la version c'est la version VHS de Morgan. Ah là c'est du DivX. Voilà, petit incident technique, hein, il a fallu changer de caméra. Du coup, on parlait, donc on est à la fin. Oui, il va falloir qu'on fasse un top comme on a fait pour Rocky, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la saga. Hein, T'es en train de me dire qu'il faut que je me retape Genesis et Dark Fate, tu te fous de ma gueule. Est-ce qu'il y a besoin? T'as été tellement traumatisé, est-ce qu'il y a besoin de les revoir? Je sais que je regardais, je tapais des trucs genre pour retomber sur des scènes, voir si on avait la différence entre Terminator 2 et Terminator 2 Director's Cut. Ouais. Et à un moment, je suis tombé sur la scène qu'il me proposait, c'était la mort de John Connor. Je me suis dit, allez, je vais la revoir quand même. Et j'ai dit, mais putain, mais nique. Non, mais faut qu'on en parle, mais pas dans cette vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce truc-là. Ouais. Et d'ailleurs, si, par rapport à Genesis, très intéressant, la scène d'ouverture de Genesis a été écrite pour Terminator 2. Terminator 2, le scénario de base devait s'ouvrir sur John qui rentre dans l'endroit où est Skynet
et va jusqu'à la machine à remonter le temps et on voit Kyle Reese dans le passé. Sauf que le problème, c'est que ça coûte. En gros, ils se sont dit, ton scénario de base, le problème, c'est que cette scène, elle coûte le prix du film, qui est déjà le film le plus cher du monde, tu vois. Si tu veux qu'on la fasse, on double. Non, ça va pas être possible, mec. Je pense qu'elle aurait été réalisée différemment, quand même. Oui. Et on n'aurait pas eu ce On n'aurait pas eu le Doctor Who qui débarque aussi. Mais c'est con, enfin, on va pas en parler là, mais Genesis, son intro est cool. Le fait de reprendre le Terminator 1 pour niquer la timeline, très bien pensé, très bien exécuté, mais après ça, voilà. On en parlera dans une autre vidéo, je crois. En attendant, je pense que vous avez compris. Tu vas quand même dire officiellement ton avis sur la Director's Cut. C'est mieux que le 1, que la première version. Voilà, donc la première version est un chef-d'œuvre, mais la version longue est encore mieux. Donc, regardez la version longue, elle est géniale. Elle existe officiellement avec les sous-titres français, donc oui, il n'y a pas de VF pour les scènes rajoutées. Par contre, il faut faire attention parce que si vous achetez la version 4K, il me semble que la Director's Cut n'est pas proposée avec. Ah ouais, je vais vérifier ça. Faut vérifier, mais parce que moi je sais que je me suis rabattu sur le Blu-ray parce que quand je regardais les descriptions sur internet, j'avais pas l'impression qu'on me proposait la Director's Cut avec. Ouais, c'est possible. En plus, c'est comme il y a eu un réétalonnage et tout, peut-être qu'ils se sont dit. Ouais. Ce qui est dommage. Alors, je sais qu'il existe un coffret 4K avec le 4K, le Blu-ray et le Blu-ray version longue. Je sais qu'il y avait un coffret qui avait été édité. Je suis pas sûr qu'il ait été édité en France. Mais normalement, il y a aussi un. Si vous êtes, parce que moi, j'ai pris ça dans l'urgence, mais parce que je suis pas sûr. Le Steelbook, normalement, le Steelbook, il y a aussi la version longue dedans, mais comme c'était marqué Judgment Day, j'avais peur que ce soit un import et que je me retrouve dans la merde à pas pouvoir le lire. Donc je me suis rabattu sur cette version. Eh bien, pour tout le monde, regardez la version longue, la Director's Cut. Elle est géniale. On vous la recommande. Et puis merci d'être resté jusqu'ici. Merci Morgane pour ta participation. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je découvre encore des Director's Cut. Faudra qu'on parle de Parrain 3 parce que je me suis tapé la trilogie et maintenant je vais taper la Director's Cut peut-être ce soir au moment où on enregistre. Et tu sais quoi, j'ai jamais vu la version longue du Parrain 3. Je vais me la faire. Je vais me la faire. Michael, on est tous au courant. Et en attendant, merci d'être resté jusqu'ici tout le monde. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis en attendant... Ah oui, le bleu qui n'est plus bleu. J'insiste. Bisous viril et à très bientôt. Salut. Salut. Hasta la vista, baby.